Vous écoutez de D6 Plus Cool, et voici format court, Monster of the Week, The Spooky. Pour ceux qui ne nous suivraient que par Podcast Addict, Player FM, iTunes ou autres, vous aurez sans doute raté notre vidéo de démonstration sur le site de d6pluscool.ovh, exécutée à l'occasion de la précommande participative de Monster of the Week en version française par Studio Dead Crows. Foncez, il vous reste encore quelques semaines pour rafler votre exemplaire. En revanche, si vous voulez me payer un café ou un sandwich, il y a moyen, via le bouton Faire un don sur le site de d6pluscool.ovh. Bonsoir, je suis Morgane et j'interpréterai Esther Joyce, la lugubre. Je suis Volsung et j'incarnerai le gardien. Dis-moi Esther, que s'est-il passé dans l'épisode précédent ? Un paquet d'emmerdes. Dans l'épisode précédent, Esther a fini par arriver sur le parking du Redwood Drive pour sauver la peau de Donald Brown. Et elle y a retrouvé de façon complètement inattendue une vieille connaissance, un vampire qui datait de sa première chasse et qui avait l'air de vouloir l'emmener faire un petit tour en voiture. Cela dit, l'urgence de la situation, c'est-à-dire l'arrivée du spectre des enfers, a un petit peu raccourci leur échange. Et le spectre s'est donc jeté sur Donald Brown, puisque c'était sa cible, et nous avons laissé nos protagonistes dans une course-poursuite absolument dantesque dans les couloirs du parking. Et tandis que Donald Brown a l'air d'avoir la peau sauve à l'arrière du pick-up des Matowska, Esther, elle, se retrouve nez à nez en face du terrible fantôme vengeur, en très très mauvaise posture, ma foi. Et tu venais de manger l'asphalte. Bah, quand je dis très très mauvaise posture, on n'est pas en train de se proposer des cupcakes, hein. Ouais, tu n'encaisses pas comme Sarah Morningstar, l'élu. Non. Eh ben écoute, c'est chacun son truc. Exact, chacun son truc. Bien, j'imagine donc une Esther à terre qui se relève avec difficulté, son visage légèrement commotionné de façon très calculée et esthétique, comme souvent dans ces séries. Quelle est ton expression là tout de suite, lorsque tu lèves les yeux vers l'abomination ? C'est une expression, je pense, de terreur complète. Je m'essuie le coin de la bouche pour enlever le caillot de sang qui est sur mes lèvres et je me retrouve à quatre pattes sur l'asphalte brisé avec cette chose en face de moi et la sensation que ça va être extrêmement compliqué. Face à toi, le colosse. Il est figé dans ce qu'on pourrait appeler une posture de combat. Les flammes rugissent tout le long de son corps et dardent entre le métal mi-acéré, mi-fondu qui compose sa carcasse. Ses épaules s'élèvent et s'affaissent comme sous le coup d'une respiration. On dirait un de ces boss de jeux vidéo dans l'attente. Il a un mouvement de poignet et l'épine dorsale enflammée qui lui fait office de fouet glisse sur le sol en laissant échapper quelques volutes de fumée. Et par deux fois, il fait claquer ce fouet dans l'air de façon théâtrale. Je sais qu'ici, j'aurai absolument aucune chance. Il va falloir que je l'emmène là-haut. Parce que sinon, ça va vraiment faire du dégât et ça pourrait faire beaucoup d'effets collatéraux. Plus loin dans le parking, les échos te renvoient ce qui est sans doute les glissements de pneus du pick-up, avec les Matowska aux commandes qui tentent de s'échapper de ce labyrinthe mortel. Il faut absolument que je leur laisse le temps de... Je sais pas quoi faire. Est-ce qu'on peut lancer un jet d'analyser une situation difficile ? Ça me paraît une excellente idée, je te sentais un peu perdu, je m'apprêtais à te le suggérer. J'aime pas lancer des jets, parce que ça s'est pas bien passé la dernière fois, mais... Ben, on va faire un petit jet de Sharp. Fais donc ça. Acceptes-tu ce résultat, Esther Joyce ? Oh là 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 là. Mon hard move est évident, pas une seconde d'hésitation. Ah bah je vais bouffer, oui, ça paraît assez évident. Y a pas un truc, si je coche plein de luck, ça pose un vrai problème avec le reflet là ? En effet. Ah oui, y a bien un truc, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je coche des points de chance, mon côté obscur augmente et devient de pire en pire. Exact. Elle a été plutôt sage jusqu'à présent. Oh là là, c'est pas vrai. Vas-tu lui céder un plus de terrain ? Bah ouais, parce que sinon ça va être réellement compliqué. Si Ok. je dois lui courir après, lui voler après. Tu es à 4 désormais. Oui, ça Reste commence pas grand-chose. Non. Alors, sur un 10+, tu peux poser 3 questions au gardien parmi la liste suivante. Eh bah, quelle est ma meilleure approche, quelle est ma meilleure échappatoire et quel est le meilleur moyen de protéger les victimes ? Pourquoi n'en discuterions-nous pas autour d'un petit flashback ? Hein ? Esther, on se concentre ? C'est la voix de Milton. Vous êtes Quoi ? où là ? Vous êtes en train de plancher sur quoi ? Oh, Les spectres, vraisemblablement. oui, sans doute, une histoire de fantôme à la con dans un manoir écossais. Ouais, peut-être bien. Ça doit être un vieux cas qui t'explique, quoi. Ouais, puis du coup, comme j'avais pas très bien dormi, je me suis un peu endormie au milieu de l'explication. D'accord, tu dois être plus jeune, tu dois peut-être plus ressembler à ce à quoi tu ressemblais au premier épisode. Et il y a un soleil éclatant à l'extérieur. Tant qu'à faire, changeons de saison.
Mais j'imagine bien, Milton avec un côté très scolaire. Il a juste sa veste en tweed, son veston en tweed, pardon. Baguette à la main avec une sorte de tableau. De toute façon, cet homme n'a pas de radiateur interne. C'est à cause du froid qu'il dégage ? Qui sait ? Personne ne te lancera la première pierre, il n'a jamais été réputé pour sa chaleur. Lors de certaines morts violentes, les âmes en peine ont du mal à trouver le repos. Et au lieu de passer dans l'au-delà, elles restent figées sur cette terre avec l'obsession de devoir achever quelque chose. Comme tu le sais en général, le meilleur moyen de les anéantir pour de bon est de détruire ce qui les maintient sur ce plan de l'existence. Ça peut être un objet, mais c'est bien souvent leurs ossements. Quand tu te trouveras face à eux, et je ne te le souhaite pas, mais notre carrière étant ce qu'elle est, cela pourrait se produire, la magie te sera évidemment d'un grand secours. Sans quoi, de par leur nature intangible, tu seras bien en difficulté de leur faire le moindre mal. Aussi étant que ça puisse paraître, le sel peut repousser les spectres. Ils ne peuvent traverser une simple ligne de sel, mais ils n'auront sans doute aucun mal à la disperser. Des cartouches de ce type peuvent les vaporiser, et la repousser pendant un temps. S'ils venaient à posséder un humain, le sel aurait le même effet que l'eau bénite, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je dis en mâchonnant un crayon. Il a un petit plissement de dieu où tu pourrais voir son visage se courroucer, mais pour le moment, il t'accorde le bénéfice du doute. Puis vient le fer. Un pied de biche peut faire des miracles, quand on en use avec dextérité. Il finit par taper de sa règle la table où tu commences à t'assoupir. Hein, quoi ? Oui. Ce qu'il est important de savoir, c'est que un spectre ne te considérera pas systématiquement comme une menace. Si tu l'empêches d'accomplir son œuvre, il est vraisemblable qu'il te tue, sans autre forme de procès. Mais si tu passes pour quantité négligeable, il se désintéressera de toi et poursuivra sa quête de sang. De quoi utiliser cela à ton avantage. On a fini ? Sans même la peine de réagir à ta réponse, il enchaîne. Tu n'es pas une chasseuse comme les autres. La magie est puissante en toi. Si tu te vois surprise par un spectre sans équipement adéquat, tu pourras toujours compter sur elle. Cette phrase finale, c'est moi gardien qui l'articule, mais c'est aussi Milton. As-tu d'autres questions, Esther ? Est-ce qu'il reste de la glace et la pistache dans le congélateur ? Tu m'envoies navré, je n'ai pas pu résister. T'as pris la dernière ? Il a un petit sourire énigmatique. Je suis ton mentor, cela m'octroie certains privilèges. Sur cette phrase, je pense, fin du flashback. Ok, on va commencer par le plus urgent. Je vais faire appel à la magie. Et je vais récupérer la première tôle en fer qui est à proximité, par télékinésie. Et je vais aller faire une petite camisole, pas piquer des hannetons. Ça va juste me donner du temps. Il y a une sorte de cri rauque. Tu es pas certain que ce soit la chose qui l'a éructé, c'est peut-être le vent, mais ça semblait tellement une voix. Tu sens que la chose a l'air comme de flairer que sa proie lui échappe. Que fais-tu, Esther ? Je vais utiliser la magie. Ah, c'est beaucoup mieux. 11. C'est bien. Choisis ton effet. Donc, sur un 10+, la magie fonctionne sans problème. Et comme effet, je vais prendre capture une créature spécifique, un sbire ou un monstre. Alors que la créature se dresse, nez au vent, si on peut dire, flairant sa proie en fuite, je me redresse un genou à terre, le poing sur le sol. À nouveau, les effets coutumiers des spectateurs. Les cheveux qui commencent à se dresser dans l'air comme sous l'effet de l'électricité, mes yeux qui deviennent d'un blanc bleuté lumineux, et jetant la main en direction d'une voiture anonyme garée non loin. Mes doigts se crispent, et du même coup, la tôle du capot se plie, et tandis que je rabats mon bras, elle se déchire littéralement, et vient draper le spectre dans un carcan de métal, d'un coup de poing sur le sol, qui laisse une trace à nouveau dans le bitume déjà éclaté. Le carcan se resserre et le spectre est pris au piège, un temps durant. Cette description me convient. Le captif ne se débat pas, au contraire, au contact de ton filet de fortune, il explose en un nuage de cendres enflammées qui volaient tout autour de toi, avec un râle lugubre. Que fais-tu, Esther ? En fait, j'aimerais être à 2 endroits à la fois, mais c'est absolument pas possible. Pas encore. Pas encore. Je vais profiter du fait qu'il est en train de se libérer de cette prison et qu'il va lui falloir peut-être quelques secondes salvatrices pour retrouver un minimum de consistance. Je déploie mes ailes à nouveau et je vais prendre de la hauteur tout en décrochant mon téléphone de manière absolument frénétique. Je veux appeler l'oncle en fait, il faut que j'appelle Matowska. Et je vais garder un œil sur la chose en contrebas. Je pense que tu vas cramer tout notre budget là, rien qu'avec cette scène. Oui. C'est assez peu courant comme image, donc je t'imagine battre de tes ailes noires comme la nuit, visibles simplement par intermittence.
Tu as brandi ton téléphone, effectivement, alors que tu planes à distance de la menace, qui est un peu imperceptible là tout de suite. Tu appelles tes acolytes. Cut, nous sommes dans le pick-up bleu qui vrombit à vive allure. Evan a fini par tracter Donald Brown complètement sonné, qui bafouille dans le vide des marques de déni et de terreur. Le visage de l'Adonis ne peut masquer son trouble. Toutes ses pensées volent vraisemblablement vers toi. Et pendant ce temps, l'oncle lui, s'assure que vous ne terminiez pas votre course folle dans un parc-mètre. Le téléphone sonne, il tente de s'en saisir, il lui échappe des mains et glisse hors de portée. C'est Evan qui s'en saisit. Esther, ça va ? Evan, vous vous arrêtez dans le premier market venu et vous achetez du sel, d'accord ? Vous faites un cercle avec le sel et vous vous mettez dedans. J'imagine trop la scène, tu sais, en plein Walmart, avec les clients improbables et eux en plein milieu de... avec la petite musique... Exactement. Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Dis à l'oncle qu'il faut du sel, il comprendra, Il y a l'oncle qui a deux, trois coups d'œil en direction de son neveu complètement éberlué. Il finit par faire un geste de la main, celui-ci lui passe le téléphone qu'il coince contre son épaule tout en passant la troisième. Du sel. Pigé. Oh Seigneur. Milton serait là, il serait fou. Ne tente pas le diable, gamine. Faut que je trouve les ossements, sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Ouais, j'imagine. Fais attention à eux. Pas besoin de me le dire. Et je raccroche. Et du coup, c'est dégueulasse de lancer 2 fois le même move, mais je crois que je vais faire appel à la magie pour localiser les ossements. Je pense que je peux te l'accorder, effectivement, que tu réussisses à trouver ce qui maintient cette chose ici. On va dire que ça rentre dans la catégorie faire une chose qui est au-delà des limitations humaines, mais tu peux pas lancer le sortilège comme ça, out of the blue, naturellement. Bien sûr. En toute logique, je vais te demander des ingrédients improbables. Oh, genre de la cendre de la nuée qui est en bas ? Ouais, exactement. Il faut que tu réussisses à prélever, quelque part, une dose de cette entité, en quelque sorte, quoi. Je ne sais pas dans quoi tu vas la stocker, mais... Moi non plus. C'est sûr qu'un flacon avec un joli bouchon, ce serait parfait, mais... Non, mais j'ai pas ça. J'imagine Soudain Tortue Génial qui réussit à capturer le démon Piccolo dans un autocuiseur. Putain, on voit faire une passe rituelle et réussir à... Il y a un côté tellement Pokémon dans cette histoire-là. C'est pas faux, mais dans Buffy, ça t'étonnerait pas que tu réussisses à piéger comment dire, une petite parcelle de ce spectre dans une canette ou quelque chose comme ça, ce serait amusant. C'est exactement l'idée que j'avais en tête, ouais. Je veux dire, tu planes, t'es en pleine cité urbaine, et t'as quand même une mobilité certaine, donc... Qu'est-ce que tu fais, Esther ? Je déploie mes ailes à nouveau et je plonge en direction du parking, cherchant aussi vite que possible à mettre la main sur un récipient quelconque, par exemple une bouteille en verre abandonnée près d'une poubelle ou... voilà. Bah tu sais quoi, Esther, ça me frappe comme un tonnerre dans un ciel d'orage. J'ai baptisé le parking, le sinistre parking où Donald Brown était censé passer de vie à trépas, Redwood Drive. Oui. Or, il s'avère que dans l'épisode 9 et 10 de la saga The Chosen, elle se rend à un arrêt désaffecté de métro qui s'appelle Rockwood Drive. C'est ce qui traduit un manque d'imagination certain ou une certaine malice des générateurs de noms aléatoires. Mais moi, en tout cas, ça m'amuse beaucoup de recycler un certain personnage. On a un cut, et là, on tombe sur un certain pilier de comptoir, un habitant des rues, le taulier de Rockwood Drive, que nous avons vu à la fin de la saga The Chosen. Il est là, assis sur une brique, avec sa moustache épaisse, son air un peu renfrogné, et effectivement, il tente de trouver le secret de l'existence dans le cul d'une bouteille. Oh, je viens d'avoir une idée, c'est trop bien. Tandis que ce soifard est en train de philosopher avec son alcool fort, la silhouette d'Esther, elle déployée, se pose devant lui, faisant voler... Quoi ? Pourquoi tu gueules comme ça ? Bah, c'est ce qu'il éructe. Ah, c'est d'accord. Pardon, excuse-moi, j'ai cru que c'était toi, j'avais pas compris. Il a affiché son mouvement. Légère comme une plume, elle s'approche de lui. Ça fait juste voler dans un silence total un sac en plastique qui se trouvait là. Elle tend la main en direction de la bouteille. Boire est un péché. Oh, Sainte Vierge ! Il tombe à genoux. Il arrache son bonnet qui cachait une calvitie décente. Et tout contrit, le plaque contre sa poitrine. Qu'attendez-vous de moi ? Je prends cette bouteille. Et toi, tu t'inscris en cure de désintox. Demain matin. J'ai pas les moyens, ma bonne dame.
Ne t'inquiète pas, le Seigneur trouve toujours une solution. Je lui jette un billet de $20 que j'avais dans mon blouson. Probablement la monnaie des Enchiladas de la dernière fois. Voilà. Le billet volette avec une petite spirale gracieuse et tombe, telle une plume divine, à ses genoux. Il le regarde avec adoration. Oui, Sainte Vierge, oui, Il réalise que c'est une très petite coupure, mais quand il lève le nez, tu n'es peut-être plus là. Je lui sens que je lui ai pris la bouteille et juste avant de m'envoler, si tu achètes de l'alcool avec, il le saura. Oh, mon Dieu! Je ne vous décevrai pas! Clame-t-il aux 80. On a ce plan comme ça encore en plongée complète. Et complètement. Il a les yeux rivés vers le ciel, les bras largement écartés. Et moi je suis de retour, oui, le petit point, voilà. Je suis de retour dardard avec ma bouteille de Jack Daniels, là où est le spectre, en espérant que la nuée soit toujours là. La nuée n'y est plus, bien sûr. Damn it! Le parking a retrouvé son calme. Il y a juste quelques volutes de fumée qui s'échappent du sol. Vestige de votre affrontement. Assez bref, il faut bien l'avouer. Je prends la route... Probablement en fait la sortie par où a dû passer le pick-up quoi. Et je pense que je vais me fier aux traces de bitume sur le sol pour les retrouver. Cut. J'aurais dû prendre plus de notes, mais je pense qu'on revoit cette chaîne de supérettes où bossait une certaine Judith Phelps et le regretté Fernando Vargas, histoire de recycler mes décors. Et alors que la soirée débute et que les clients se font plus rares, nous avons 2 Amérindiens qui rentrent à toute volée dans le magasin, épaulant un journaliste groggy à la démarche hasardeuse et qui se précipite sur des boîtes de sel sans vraiment trop y croire. L'oncle Matowska, toujours chaussé de ses Ray-Ban, les ajuste sur son nez, ayant peut-être malgré tout conscience du ridicule de la situation. Et on a un plan vers l'extérieur du magasin. Une nuée de braises ardentes apparaissent comme par enchantement, et elles dessinent les reliefs du véhicule que tu avais entreaperçu dans ta vision, Esther. Le bolide du chauffeur sans tête. Aïe aïe aïe. Et le véhicule se propulse à travers la baie vitrée, dans le centre commercial. Pour ce qui est de préserver la conscience collective, le voile des apparences, on repassera. Esther, forte de ton nouvel avancement, tu voles dans les cieux tourmentés de Providence. On l'avait oublié à la création de ton personnage, Esther. Tu as pris le move pressentiment quand une calamité se produit. Ah mais oui! Se produire en un autre lieu, lance plus sharp. On s'en est tellement pas servi. Voilà. Te rate pas, c'est vraiment le moment. Bah écoute, excuse-moi, c'est moi qui décide. Plus 2. Allez. Oula, succès mitigé. Tu arrives un peu tard. Attends pour intervenir, mais pas pour l'empêcher. Bah écoute, ça ira. J'ai une idée d'entrée hyper badass. Finalement, depuis ma position aérienne, je repère en plus des traces de bitume, ou plutôt j'entends en fait un rongissement de moteur par trop familier et un bruit de vitre qui explose. Merde! C'est en piqué que je plonge désormais vers ce qui est une supérette à la façade éventrée. Je me précipite à l'intérieur du magasin, fonçant littéralement dans les rayons, attrapant le premier sac marqué sel que je trouve au sol, et je le jette sur le bowling. Vous êtes garé en double fil. Là, je pense que tu grilles un petit peu les étapes. Si tu me réclames l'acquisition d'un pack de sel, tu me fais un agir sous la pression et il sera tien. Si je réussis mon jet. Ouais. Et user de ce pack de sel sera un tout. Hein. Ce sera un seul unique move d'agir sur la pression. Alors, je vais quand même rajouter d'autres détails. Je pense que dès l'instant où tu piques sur la supérette dont je regrette tellement de ne pas me rappeler du nom, tu as le temps de distinguer des clients terrifiés qui détalent à toutes jambes, alors que tu pénètres à l'intérieur du magasin en profitant justement de l'ouverture béante laissée par le bolide de la mort. Tu passes telle une balle de fusil au-dessus des caisses où le personnel s'est réfugié, terrifié. Et je pense même qu'on peut voir Judith Phelps, tant qu'à faire, les mains plaquées sur le visage, qui bat des paupières en te voyant passer au-dessus, distinguant tes ailes immenses. Cut, on a un plan sur une gigantesque botte métallique qui laisse dans le carrelage une trace de pas fumante. Taoma Matowska termine sa course folle dans une montagne de boîtes de conserve qui explosent en tous sens. Donald Brown, face contre terre, rampe sur les avant-bras en tâchant de se réfugier sous un étal. Evan est là, brandissant l'arme que tu as ensorcelée, en proie à une terreur sans nom. Il fait mine de presser la gâchette et que fais-tu, Esther ? Je fais un agir sous la pression
pour Comme prévenu. attraper au vol un sac de sel et le déverser sur la créature. Ça me va. Allez, fais-moi ton jet, te rate pas. C'est difficile d'être cool, même pour Esther. Ouais. Mais j'ai fait 8. Sur un 7-9, le gardien te propose une issue foireuse, un choix difficile ou un prix à payer. Quel est ton but, Esther? Exprime-le clairement. Je voudrais à nouveau disperser la créature pour pouvoir enfermer une partie d'elle dans le flacon que j'ai toujours avec moi. Et permettre à ceux qui sont là et qui me sont chers de sauver leur peau. Ok. Moi, ce que j'entends, c'est une série d'objectifs. Prélever une parcelle du spectre est un objectif unique. Protéger les victimes en est un autre. Très bien, alors considère que mon objectif c'est prélever une parcelle du spectre. Ça alors. Ok. Fort bien, Esther. Tu auras ce que tu désires. Double détonation, les balles ensorcelées transpercent de part en part le spectre. On a même cette image théâtrale puisque, le jour, entre guillemets, passe au travers des orifices que cette arme a laissés. Et ce sont des geysers de flammes et comme des coulées de lave qui s'échappent de ses blessures, ce qui n'est pas au goût de l'assassin sans tête. Et il y a une sorte de gémissement qui semble lui aussi véhiculé par le vent, plutôt qu'éructé par un crâne absent. Sauf qu'en faisant cela, Evan s'est bel et bien dressé en travers de la route du spectre vengeur et il est donc catalogué comme une menace. La chose a une position de sprinter avant d'exécuter une course puissante. Le carrelage se brise à chaque fois que les pas puissants de la chose heurtent le sol. Evan a à peine le temps de viser à nouveau, esquivant un premier projectile en la personne d'un bête passant dont l'apparition s'est empoignée avant de la projeter en direction d'Evan, qui rebondit sur une étagère avant de perdre conscience. Et au moment où Evan se retourne, la chose est à son contact et lui décoche un violent coup d'épaule, ce qui projette ton aimé dans les airs. Tu as juste le temps de voir ça, Esther, alors que tu t'empares d'un pack de sel. Je lâche tout. Il y a un côté très canadair dans ce que tu fais. Quoi? Ah oui, c'est vrai. C'est En fait, j'ai jeté littéralement le sac en l'air avec du coup pour seul objectif de rattraper Evan avant qu'il ne retombe. Ça fait comme des espèces, tu sais, tout d'un coup au ralenti de fumée blanche qui emplissent la pièce. L'arme ensorcelée va terminer sa course sous un caddie. Evan crache un filet de sang et je pense que tu te précipites sous lui alors que tes ailes disparaissent, comme pour amortir sa chute, ce que tu subis lourdement. Vous roulez au sol, c'est comme une accalmie qui vous est offerte, quoi. Vous êtes là, au milieu des décombres, on entend les lointains sanglots de certaines victimes ou de gens pétrifiés sur place qui n'ont plus quitté les lieux. On a vraiment une vue d'ensemble, sous les néons clignotants. Certaines personnes ont à ce moment-là suffisamment d'énergie pour s'éloigner, mais tout danger semble pour l'instant écarté. Plus de traces du spectre, juste l'horreur de la situation présente. Je vais être sûr de ce qui s'est passé dans la fiction là tout de suite. Ton objectif premier c'était de prélever une parcelle du spectre, mais pour le moment... Celle pour le forcer à se dématérialiser, comme ce qui s'était passé avec le capot de la voiture en fait. Moi, ce que je vois là tout de suite, c'est que l'effet de ton action, c'est plutôt peut-être de sauver Evan. C'est plutôt ça le point d'orgue de ce qui vient de se passer, quoi. Évidemment, donc pour moi, le coup du sel n'avait plus vraiment fonctionné. Voilà, ok. Donc quelque part, tu es revenu sur ta décision pendant la fiction, mais ça me convient. C'est ça, c'est... Parce que là, toute ma description tombe complètement à l'eau, je veux dire. Ah non, on peut rouler, il y a un moment de calme, jusqu'à ce que tu aies un plan sur une botte qui... D'accord. Comme ton but était bel et bien au final de sauver Evan, même si j'ai décrit un brin maltraité, le garçon est toujours conscient. Alors qu'il te regarde avec des yeux écarquillés. Oui, mais j'ai bouffé pour lui, quoi. Merde! C'est un abus de move! Bah ouais, mais bon, écoute, on a fait du freeride, voilà, ça arrive. On a été emportés par le côté narratif. Puisqu'on n'a pas fait le jet de protéger quelqu'un, tu subis un peu une contrepartie qui est de te prendre un arme de plus et tes blessures deviennent instables, si ma mémoire est bonne. Et du coup, ça colle tout à fait avec ce que j'ai caché dans mon petit panier. Ah ouais? Ouais. Vas-y, fais ta description. Evan a une grimace de douleur, il bat les paupières et il est stupéfait de réaliser que tu le serres dans tes bras. Il essuie un filet de sang qui coule de ses lèvres. Mais comme dans la fiction, tu es censé l'avoir sauvé, tout ceci est très cosmétique. Par contre, Esther, tu ne sembles pas en très grande forme. Je me trompe? Effectivement, au moment où Evan se relève pour constater notre situation périlleuse ou désastreuse, c'est au choix, j'ai un spasme et pour le coup, je tousse du sang. Oui, je lui ai sauvé la vie, mais... Mais à quel prix? Voilà. Je me recroqueville au milieu des bocaux brisés. Et des bruits de pas lourds se font entendre. La menace se rapproche.
Je te la fais comme si on la tournait proprement, et tu me dis si elle te convient. Ok. Parce qu'on avait parlé de ce twist il y a longtemps, et là je vois bien, c'est le bon moment pour le faire. Tandis qu'on a un plan extrêmement ralenti sur cette énorme botte de biker qui marche en travers des décombres sans s'en soucier le moins du monde. Le silence se fait, on n'entend plus qu'un bruit éparse. Est-ce que c'est une respiration? Est-ce que c'est la climatisation du magasin? Est-ce que c'est autre chose? On a un plan sur Esther recroquevillée, le visage au milieu des éclats de verre, et dans les liquides divers qui se sont renversés sur le sol, on la devine dans la quasi même position. Sauf que de l'autre côté de ce miroir, évidemment, ça n'est pas Esther. Esther tousse du sang, on entend juste une voix qui fait c'est mal parti, n'est-ce pas? Et tandis que la main d'Esther se pose sur les éclats de verre, l'image se renverse et il ne s'agit plus d'Esther couchée et de son reflet, mais des deux qui se font face à face, comme dans une position verticale. On voit alors un plan rapproché de la main du reflet qui vient se poser sur celle d'Esther. Elle rouvre les yeux, crache « Toi, tu vas prendre !» Et tu acceptes donc mon offre passée de te laisser jouer le reflet, c'est ça? Oui. Ok. Épisode 9, il est éteint. Est-ce que dans les débris de verre, il y a Esther prostrée, à bout de souffle, à peine consciente, qui assiste plus ou moins à la scène? Qui sait où elle est? Elle qui a cédé sa place. Elle apparaît même pas. Non. D'accord, donc elle a peut-être rejoint la cathédrale de Cher, pour prendre une formule consacrée. Tout à fait. Il y avait Evan qui était penché au-dessus de toi, qui s'apprêtait à te porter à bout de bras pour t'éloigner de cette abomination, mais que voit-il maintenant? Il y a un petit sourire moqueur alors que Esther se redresse. Elle saute sur ses pieds littéralement. Elle regarde Evan, se mordit la lèvre. « Je suis à toi tout de suite. » Et elle se retourne d'un bloc en direction du spectre. Toujours de son pas pesant, cette mort en marche s'approche de vous deux, et dans sa gestuelle rien ne trahit qu'il est conscient du changement qui s'est opéré en toi. Comme dans un des épisodes précédents, une sorte de mini-séisme semble s'installer progressivement dans la supérette. Les étagères se mettent à trembler, les bocaux, les conserves, les sachets qui n'étaient pas déjà au sol s'écroulent, les éclairages s'affolent, les vitres des rayons se fissurent sous une pression invisible. Lance donc la raclée du siècle, Esther. Ah, ça fait plaisir! Oh Ça, pour une raclée du siècle, c'est une raclée du siècle. Ah, J'ai oui, fait 12. Ouais, joli 12, ouais, tu pouvais pas faire mieux. Non, puis de toute façon, comme c'est le reflet, elle va en faire trop. Rappelle-toi qu'un mousse de beauté d'écu a toujours son prix. On n'en sort jamais totalement gagnant. Beauté d'écu. Sur un 10+, choisis un effet supplémentaire. Quelle est ton option? Reflet. Elle va infliger plein de dégâts. Ton attaque de base fait 2 armes, elle est courte, évidente et passe armure. Tu la fais donc passer à 3? Ouais. Il va le sentir passer. Ok. Dans une posture extrêmement théâtrale, Esther écarte les bras. Alors comme ça, tu veux croiser le fer? Elle a un mouvement de bras transverse et sorti de nulle part, c'est un chariot de la supérette qui vient percuter le spectre de plein fouet. Ça tombe bien parce que j'ai à nouveau un chariot. Pas eu l'occasion de beaucoup, nouveaux chariots, m'amuser ces derniers temps. Ouais, je pense que, comment dire, quand il a reçu le premier, il a envoyé valdinguer d'un revers de la main, puis s'en est pris un second, puis un troisième, un quatrième, et là c'est tous les projectiles métalliques que tu peux trouver qui lui arrivent en pleine face. C'est l'intégralité du métal de cette supérette qui lui arrive par vague, parce que le reflet est joueur. Je pense que de là où Donald Brown se trouve, il est complètement subjugué par ce spectacle. Il a même pas le réflexe de sortir son dictaphone devant une telle scène surréaliste, dont la sortie d'une série télé. Evan, lui, je pense que vous aviez terminé votre vol plané au rayon poissonnerie, donc je pense qu'il patauge plus ou moins dans la glace qui macule maintenant le sol. Il se lève avec difficulté et il a juste le temps d'articuler Esther, en te regardant, en ne te reconnaissant plus. Et rappelons-le, lorsqu'on botte des culs, c'est un échange de dégâts, en bonne et due forme. Donc si tu le cognes, lui te cogne aussi. Bien sûr. En effet, le reflet exulte de puissance et de jubilation.
Mais à travers les yeux d'Evan, la vérité est tout autre, car la flaque de sang qui s'échappe de toi s'épaissit au niveau du sol. Et alors que tu cribles le colosse sous une nuée de projectiles, il finit par réussir à avoir ne serait-ce qu'un instant d'accalmie pour te zébrer l'épaule d'un coup de fouet. J'ajouterais que le reflet le sent à peine. Tu t'es pris quand même 2 degrés de plus. Ça commence à piquer très très fort, hein. Oh bah oui, un de plus et tu meurs. Ah bah voilà, comme ça c'est vite vu. C'est tout ce qu'il réussit à t'arracher dans cet échange, alors que le flot de projectiles, la nuée, la mitraille, la grenaille que tu lui as expédiée est telle qu'il finit par se dissiper totalement, par se désagréger en poussant un hurlement. Nouvelle accalmie. La... Esther, tu meurs, finit-il par articuler. C'est Evan dont je parle. Le reflet brandit sa bouteille de Jack Daniels, crachant littéralement du sang par la bouche et par les narines. Elle se retourne vers Evan, pose la bouteille au milieu de la nuée incandescente avec un sourire victorieux, rebouche la bouteille. Et tu pourras boire à ma santé, mon chou, et tombe dans les pommes. Je m'apprête à te dire que le fait de réussir à capturer la nuée aurait peut-être justifié d'un move, mais là, tu as choisi de sombrer dans l'inconscience, donc quelque part, je peux pas te le refuser, cette scène est beaucoup trop belle. Donc ouais, j'imagine vraiment c'est cette petite nymphette, quoi, ruisselante de sang, qui gratifie son aimé d'un sourire sanglant avant que tes yeux virent au blanc alors que tu t'effondres, quoi. Et j'aurais à peine eu le temps de décrire l'oncle Matowska qui revenait sur ses entrefaits avec une posture particulièrement méfiante à ton endroit. Et t'as juste cette scène où tu as même le sol, Evan et Taoma qui se font face, et un fondu au noir. Je vais hélas prendre les commandes maintenant. Oui! Je pense qu'on a cette succession de cuts très nerveuses, qui sont un petit peu comme des détonations dans les ténèbres, où on voit juste des bribes de la situation, et on peut comprendre ce qui se passe. Car là, tu as vraiment l'action décisive, ça a été de frôler la mort et de prélever ce qu'il te faut. Donc cette fameuse bouteille qui renferme une parcelle de la chose, je peux pas te la refuser. Tu la retrouveras, elle est là, mais là tout de suite, pour ce qui est des autres enjeux, maintenant que tu as perdu conscience, hélas, ça n'est plus de ton sort. Donc je pense qu'on a eu une scène où il y a l'oncle Taoma qui valdingue avant de reperdre conscience. On a un autre plan où le mastodonte sorti des enfers joue de son fouet, réduisant le décor encore plus à néant qu'il ne l'était. Evan, qui finit par perdre conscience lui aussi. Un plan sur une arrière-boutique où Donald Brown a fini par traîner sa triste carcasse, alors qu'enfin le spectre vengeur le retrouve. Il plaide désespérément pour sa vie, mais en pure perte, le fouet se referme autour de sa gorge, le corps de Donald Brown s'embrase, il hurle, et comme Ryan Barnes, il ne restera de lui qu'un tas d'ossements. Le sang bat à tes tempes, tu baignes au milieu d'une mer sanglante déchaînée, et il y a une sorte de monolithe d'obsidienne où est dressé ton reflet, qui rit à gorge déployée sous cette pluie battante. Ah ouais, qu'est-ce qu'on lui a mis, bordel! Mais ton corps est trop fragile. J'aurais tellement aimé que les festivités durent plus longtemps. Et tu reprends conscience au milieu de ce brouillard sanglant. Tu es toujours dans ce centre commercial. Tu peux entendre les murmures, les prières des victimes, ça et là. Mais bien vite, tout ceci est secondaire, car il y a quelqu'un accroupi au-dessus de toi. Cet homme semble porter un costard sur mesure, bien que ses mains soient souillées de sang, le tien vraisemblablement. Et alors que tu distingues difficilement son visage entre 2 clignotements de néon, tu le reconnais. Non, ça n'est pas ton bel être de vampire, non, c'est quelqu'un d'autre. Comment s'appelle le jeune homme à qui tu as sauvé la vie à l'époque de ta première vision, il y a cela des années, Esther? Thomas. Thomas, parfait. C'est Thomas qui est là. Lui aussi a un petit peu changé en quelques années. Et il a un sourire radieux sur les lèvres et te contemple avec une véritable adoration. Ah, si moi je suis le bras armé de la justice, qu'est-ce que tu es, toi? C'était magnifique. Thomas? Tu te rappelles de moi? Moi non plus, je ne t'ai pas oublié. J'étais au bout du rouleau. C'était la fin du chemin pour moi, j'en pouvais plus. Mais tu m'as sauvé. À quoi ça ressemblait d'ailleurs, Esther, quand tu lui as sauvé la vie? Tu veux dire avant qu'il ne se défenestre Exact, oui. par le 7e étage? Tout à fait. Ce qu'on avait vaguement évoqué aux alentours des premiers épisodes, c'était le fait que tu étais saisi d'une transe en clamant que Thomas allait mourir. Mais je pense que tu ne réfuteras pas que tu as joué vraiment un rôle de premier plan dans sa survie, quoi. Que tu t'es peut-être pointé seul sur les lieux, à temps pour empêcher le drame, et que vous avez eu un semblant d'interaction. J'ai dû sortir de l'église comme une furie, traverser sans faire attention aux voitures, tandis que la
La paroisse, subjuguée ou terrifiée, se demandait encore ce qui était en train de se passer. Je me suis précipitée à l'intérieur du bâtiment, que je me suis enfilé les 7 étages du haut de mes petites jambes d'enfant de 12 ans, que je suis arrivée sur le balcon où était Thomas. Il avait quel âge Thomas à ce moment-là? C'était un ado déjà. D'accord. Donc je pense qu'on a ce plan caractéristique de ce garçon paumé, adossé au mur, les pieds face au précipice, les yeux embués de larmes, comme groggy. Qu'est-ce que tu lui as dit pour qu'il ne fasse pas le grand saut? Peut-être même que tu ne lui as rien dit, peut-être que tu as réussi par miracle peut-être à l'empoigner. Je crois que j'ai simplement hurlé son nom, ce qui l'a peut-être suffisamment étonné et surpris pour qu'il se retourne un instant et qu'il se demande qui l'appelle. Et que je l'ai empoigné par le t-shirt et que je l'ai tiré en arrière. Avant que des adultes ne viennent vous séparer et qu'ils ne puissent plus... Jusqu'à ce que les adultes arrivent, en fait, je suis restée accrochée à lui comme si c'était un rocher. Ok. Merci pour cette vision, Esther. Je pensais que j'étais la faucheuse, mais du coup, qu'est-ce que tu es, toi? Oui, nous sommes revenus au temps présent, Esther. J'écarte les lèvres pour lui répondre quelque chose. Je crois qu'il n'y a qu'une bulle de sang qui apparaît dans mes lèvres. Il y a un éclat de voix lointain qui se fait entendre. Putain, faut qu'on se barre, Thomas! T'as eu ce que tu voulais! Les flics vont débarquer! Et tiens, Thomas qui se relève lentement, qui hoche la tête en direction de la personne qui le hèle, mais que tu ne peux pas voir. Il a vraiment une posture de poseur tout en puissance. Je pense que j'agrippe sa main au moment où il se relève. Par réflexe, j'ai mes doigts qui s'accrochent au sien, en fait. Il a juste l'occasion de lâcher, comme si nous avions à craindre qui que ce soit. Et effectivement, il sent cette tension, il sent le contact de ta main, le sang chaud à nouveau sur ses doigts. Tu t'es trompé de guerre, Esther. Il ne fallait pas te dresser en travers de ma route. Si j'avais su, je l'aurais empêché de faire ça. Les secours seront bientôt là. Ils te sauveront. Je lui lance un regard rendu instable par la douleur, avec un mélange d'incompréhension, de désespoir, de larmes, de sang, tout. Il y a une vraie sollicitude dans le regard de ce jeune fou. Il est vraiment sensible à ta douleur, il te caresse les cheveux. Mais que diable, qu'est-ce qui t'a passé par la tête? Pourquoi est-ce que tu as tenté de le sauver? Il ne méritait pas tout ce temps versé. C'est un rebut. Regarde-moi, je frappe les scélérats où ils se cachent. Même les puissants, dans leur tour d'ivoire, apprendront à craindre mon nom. Et toi, tu es bien plus qu'une médium. Ce que tu as fait, Esther, c'était incroyable. Si seulement tu usais de toute cette rage pour châtier ceux qui le méritent vraiment, ceux qui échappent à la justice, les vrais monstres. Réfléchis-y, Esther. Et il sort une carte de sa veste, alors qu'à nouveau, il y a cette fois une voix féminine qui clame « Thomas, faut qu'on y aille !» Et il pose cette carte blanche dans ton sang. Si tu veux me joindre, tu sauras où me trouver. Mais fais-la disparaître, il ne faudrait pas que la police la trouve. Et il cesse enfin de t'asséner ce foutu monologue de grand méchant de série B. Il se lève lentement et... J'ai ma main qui reste, en fait, je pense, agrippée dans la sienne, tandis qu'il se relève. Et il n'y a que le fait qu'il s'éloigne finalement, qui la fait retomber mollement au milieu du sang. Et alors, peut-être que on entend un bruit lointain de gyrophares et qu'on devine en arrière-champ le mouvement de gens qui s'en vont. Il y a mes doigts qui se recroquevillent sur la carte. C'est étrange comme dans ces moments-là, à la frontière entre la vie et la mort, le temps semble s'arrêter. La seule chose que je sens, en fait, c'est mon cœur qui continue à battre faiblement, la douleur qui n'est qu'une information lointaine à l'arrière de mon crâne, la sensation de mon sang qui s'échappe. Et je me demande, avec un sourire ironique, sorti de nulle part, combien de litres j'ai à l'intérieur du corps et si ça va suffire. Tu es à nouveau dans cette mer sanglante déchaînée, agrippée au monolithe noir. Le reflet ne daigne même pas te tendre la main. Elle est toujours en train de danser sous cette pluie et elle fait « Ça alors! Ma pauvre vieille, c'est le clou du spectacle! Tu lui sauves la peau et lui il devient un monstre! C'est à hurler de rire! Mais qui a écrit cette pièce? » Je pense que dans cette vision obscure, les larmes que je verse, c'est des larmes de sang. Et là, je pense qu'on a une réelle ellipse où on voit les urgentistes qui débarquent, escortés par les policiers. Tout ce beau monde débarque sur la scène pour sauver toutes ces pauvres victimes.
les journalistes sont réunis autour de la supérette pour décrire cette scène abominable, cette tuerie. On ose même dire que la piste terroriste n'a pas été écartée parce que étrangement il n'y a aucune trace, aucun témoignage de ce qui s'est passé. Toutes les caméras de sécurité ont été étrangement brouillées au passage de l'abomination. On a des cuts où on voit tantôt Thomas, tantôt Evan, tantôt toi-même cerné par des médecins tentant de retaper ce qui reste de votre peau. Et je pense même que on a un plan où tu es inconsciente, alitée dans un lit d'hôpital, et pour simuler le temps qui passe, on voit les nuages qui défilent, les heures qui tournent, et quitte à abuser des clichés, on voit une télé dans le fond qui relate comment toutes ces morts suspectes, tous ces ossements qu'on découvre en la personne de Ponte, accusé de corruption, qui aurait abusé de fonds de pension et réduit des millions de civils à la précarité. Ou comment quelle célébrité hollywoodienne a été blanchie de toutes les accusations de viol dont elle était la cible, qu'un certain prédicateur aurait trouvé et aurait fait flamber. Bref, les faits divers s'enchaînent où visiblement Thomas a continué à faire régner sa justice, quoi. Et on entend parler de ce compte Twitter dont les autorités n'arrivent pas à retrouver la source, qui invite le peuple à pointer du doigt ceux qui méritent de mourir et comment le prédicateur va exaucer leurs vœux. Car, hélas, pendant ta convalescence, le temps a passé et le monstre a pu progresser dans son agenda. Il faut espérer que la bouteille qui contenait les restes de spectre n'a pas été perdue, et comme je ne peux pas t'infliger cela... Sans doute, longtemps après le départ des autorités, il y a une silhouette qui passe les rues-balises de la police et du FBI autour de la supérette, ignorant royalement leur existence, qui rentre d'un pas nonchalant dans le magasin, qui contemple le carnage. On ne voit que son manteau de dos. Semblant savoir ce qu'elle cherche, la silhouette retrouve une flaque de sang, ramasse la bouteille. Et je pense que ce plan où sa main attrape le réceptacle pour la fourrer dans son blouson, on devine à cette main en fait que c'est quelqu'un qu'on a déjà vu, mais pas dans cette série-ci. Ah oui, Esther ? Oh, comme ça ? Est-ce que cette main a la peau noire ? Mais oui, tout à fait. Ok. C'est une main à la peau sombre qui porte des mitaines renforcées, qui a peut-être un tatouage ou deux occulte sur une phalange. Ok. Pendant toute ta convalescence, je pense que de temps à autre, on voit des gens qui se succèdent pour te veiller. Ce sont des visages dont certains sont familiers, mais celui sur lequel on s'attarde lors du clap de fin, ça doit être celui de Blake, du coup. Bienvenue dans l'aventure, Blake. Tous ces pactes ont un prix à payer, mais ont-ils été totalement remboursés ? Qui est donc ce prédicateur en la personne de Thomas ? Esther saura-t-elle se confronter au démon qu'elle a elle-même créé ? Toutes les réponses à ces questions dans le prochain épisode de Monster of the Week. Attends, je t'ai perdu. J'ai plus de son. Attends. T'es toujours là ? Qu'est-ce qui m'a lâché ? Mon Dieu, non. C'était une scène trop cool. Pourquoi j'ai plus de son ? Merde. Tu m'entends Oui, je t'entends très bien, ouais. Je t'entends pas du tout. Est-ce que tu peux m'envoyer un petit message pour me dire que tu m'entends, s'il te plaît ? Oh putain, oui, a priori tu m'entends. Ok, c'est cool. Oh putain, non, j'ai le casque qui vient de me lâcher. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Merde. Oh non, putain, pas maintenant. Traître ! Social traître. J'allais le dire. Ça y est, c'est bon. Ah, oh. Ok. Ouais, bon, profitons-en, quoi.